Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 27 février. Oui, monsieur. Martin Lemay, en compagnie de Luc Danseau. Hello, buddy. Salut, Martin. Équipe Salut, des Martin. Noirs, bravo. Oui, ben on est souvent l'équipe des Noirs, ou gris, en fait. Aujourd'hui, c'est noir. Salutations, c'est Guillaume là, qui est en punition. Il est en punition, ben oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Guillaume. On dit ça à chaque fois qu'il vient, mais c'est vrai, ça fait longtemps qu'il n'était pas là. Exactement. Et Tim est aux médias sociaux avant que tu poses la question. Oh, hello, Tim. Gros merci à vous de passer votre heure de lunch avec nous autres. Gros show. Écoute, je suis même déjà en train de préparer celui peut-être de quoi, lundi, mardi, on pourrait faire ça? Ça dépend avec qui, là. Parce qu'il y a des vacances, il y a des trucs, mais ouais, hier en fin d'émission, on parlait de repêchage et de succès au repêchage. Puis on a commencé, tu as commencé à travailler là-dessus. Puis moi aussi, j'ai fait une couple de recherches au cours des dernières heures. Fait que c'est sûr qu'on va vous présenter. On va faire un show. Il va y avoir plein de ça aussi. Là. On va faire un show Trevor Timmons. Trevor Timmons. Parce qu'il n'y a pas de Témis non plus. Là. Non, comme le monsieur l'a écrit hier. Parce que hier, le show, je ne sais pas si c'est le show qui a fait du chemin ou d'un autre angle, mais il y a présentement une conversation sur mon fil Twitter et les gens m'ont connecté. Premièrement, chapeau, parce qu'à l'image de On Jase, c'est des conversations où les gens se parlent puis sont hyper respectueux en n'étant pas d'accord sur le sujet par rapport à Trevor Timmons. Au début, tu m'as inclus, mais la conversation a continué sans moi. Puis, premièrement, je trouve ça spectaculaire. Bravo, merci. C'est la même chose sur On Jase. Mais là, j'ai commencé, ça me titillait. J'ai commencé à faire des recherches sur les repêchages, etc. Je ne sais pas. J'ai dit à Luc, on pourrait peut-être appeler Leroux. Leroux dit, t'es en vacances. Fait que là, je fais OK. Quelqu'un, tu sais, de draft, peut-être Chris Boucher, on pourrait l'appeler. Tu te souviens-tu, on avait jasé avec un dépisteur des Penguins de Pittsburgh. On pourrait le rappeler. On va faire un show draft, voir comment, pas ce qui s'en vient, là, mais qu'est-ce qui a été fait, puis est-ce qu'on a raison de critiquer ou pas critiquer, puis on va avoir votre opinion à ce moment-là sans faute. C'est drôle que tu dises ça parce que je suis allé voir avant l'émission le repêchage, les derniers repêchages des Rangers de New York, qui sont les adversaires du Canadien ce soir. Puis c'est pas vargeux. Mais moi, je prends toujours à partir de 2012, parce que Bergevin, son premier draft, c'est 2012. Tu sais, Brady Shea, exemple, il a été échangé cette semaine. OK. C'est un premier, nous, pour notre premier choix, on a eu Max Domi de 2012. Oui, exactement. Tu as raison. Eux, pour Brady Shea, qui était leur premier choix, ils ont eu un premier choix. Exact. En 2013, c'est Tambellini qui n'a pas joué dans la Ligue nationale. Tu as Buchnevich qui était régulier avec les Rangers de New York, mais tu sais, c'est 1 point par 2 matchs. Anthony Duclair qui a déjà été échangé 3-4 fois. Et Ryan Graves qui est passé à l'Avalanche. En 2014, pareil, il y avait pas de premier. Attends une minute. 2013, il n'y avait pas de premier, pas de deuxième avec les Rangers. C'est des troisièmes choix. Ouais. 3 troisièmes choix. Il y en a 2 là-dedans qui jouent encore dans la Ligue aujourd'hui. Et Ryan Graves. Exact. C'est bon, quand même un bon draft pour une équipe qui n'avait pas de premier, pas de deuxième. 2014, rien à part le gardien russe Shesterkin qui est blessé. Qui commence. Mais ça, c'est un 2014. Pas de choix de première ronde des Rangers, mais deuxième ronde, troisième ronde, quatrième ronde, il n'y a personne. Ouais. 2015, personne. À rien. 2016, personne. À rien. Mais pas de choix de première ronde, par exemple. Les Rangers avaient non, mais même 2, 3, 4, 5, 6e ronde, ils ne repêchent rien qui joue dans la Ligue. Là, en 2017, il y avait 2 choix de première ronde. Tu as Lias Anderson qui veut se faire échanger. C'est ça. Puis je ne sais même pas, il est où. Là. Il est dans l'alignement. Puis il y a Philippe Chettils qui est pas un gros char. En fait, qui a commencé la saison dans la Ligue américaine. Puis là, il est avec les Rangers. Puis évidemment, en 2018-2019, il y a Kako qui connaît un début de carrière. Honnêtement, ça, par rapport aux Canadiens, pour avoir fait la recherche, les 2 équipes que j'ai prises à date comparées aux Canadiens, c'est supérieur aux Canadiens. Ouais. Mais les Rangers, c'est inférieur aux Canadiens. Bref, on va s'amuser éventuellement dans les prochains jours, prochaines semaines. Ouais. Marc Denis, salut, comment ça va? Comment ça va, Marc Denis? Ça va bien, vous autres? Yes, sir. On va se faire ça. Aimerais-tu participer à un show de même de repêchage? Parce que moi, j'ai dit aux gens qui voulaient critiquer le travail de Trevor Timmons, j'ai dit, regardez bien, là, j'ai commencé à travailler là-dessus. C'est une affaire de journée à préparer. Là. C'est pas de 5 minutes. Là. On va se faire un show. J'aurais besoin d'un peu de... Besoin de temps. J'aurais besoin d'un heads-up pour regarder ça. Mais, tu sais, c'est drôle parce que je t'écoutais parler, Martin, puis Luc, je vous écoutais depuis le début du show, puis... Tu sais, on célèbre une statistique négative. On célèbre du 20 on célèbre du 12 de réussite. C'est un peu comme le jeu de puissance que je te parlais l'autre jour, Martin. Tu sais, exact. C'est comme le baseball. Là. Tu célèbres un gars qui, 3 fois sur 10, réussit à attraper la balle. Tu sais, fait qu'il faut... En partant, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Écoute, c'est drôle que tu dis, je montrais ça à Luc juste avant de rentrer en ondes. Okay? À partir du repêchage de 2012, Marc Bergevin est là.
La statistique, selon HockeyDB, c'est 51% des joueurs qui sont repêchés, soit 108 sur 212, jouent un match dans la Ligue nationale de hockey. Ouais. Et en carrière, la moyenne, c'est 195 parties. Mais la vérité, moi, je l'ai recalculé. Il y a 50 joueurs réguliers de la Ligue nationale de ce repêchage-là qui représentent 24%. Et plus on descend, 2013, 2014, 2015, 2016, 23, 22, 2016, 12% seulement des joueurs de tout le repêchage. Seulement 25 gars de ce repêchage-là jouent réguliers dans la Ligue. Et j'ai arrêté à 2016 mais pour le plaisir. Parce que les gars ne sont pas tous arrivés de 2017. C'est sûr. Parce qu'en 2017, on tombe à 11 seulement, qui donne 5% des joueurs repêchés. Fait, tu comprends-tu? C'est pas juste. Mais ça, c'est juste un aperçu de toute la recherche qu'on a faite là-dessus. Là, mais il faut remettre les choses en perspective, je pense. Oui, il faut mettre les choses en perspective. Puis l'autre affaire, c'est qu'il faut laisser le temps à ce monde-là d'arriver aussi. Si on se fie aux gens qui vont jouer 200 matchs professionnels, aux jeunes qui vont jouer 200 matchs professionnels dans les rangs mineurs avant de percer la Ligue nationale, par exemple, ben ils sont pas arrivés encore. Il y en a certains... regarde Jake Evans, il a dû terminer son stage universitaire aussi. Il y en a certains qui restent en Europe dans la KHL, je pense à Romanov. Fait que, faut faire attention. Puis l'autre affaire avec laquelle il faut faire attention, dans le cas de Kotkaniemi, par exemple, comparez-le avec Samuel Hood, pour le fun, qui est avec nous autres avec les Sags. Là. C'est deux gars de 19 ans. Il y en a un qui joue junior, puis l'autre qui joue dans la Ligue américaine, puis 11 points en 11 matchs. Fait que, il est pas avec des pommes. Ah ouais, puis... Mais on s'entend qu'il y en a un qui est un choix de 5e ronde, puis l'autre de 3e overall. Là. C'est pas la même affaire. Là. Pas les mêmes attentes. C'est ça. Ah, c'est pas les mêmes attentes. Ça va être le fun de faire ce choix, mais prenons le temps de le préparer. OK, les Rangers de New York, j'ai dit il n'y a pas si longtemps, Marc, qui sont en ville ce soir, j'ai dit attention, Igor Shesterkin, 9,40 pourcentage d'arrêt. C'est pas juste un petit échantillon. Il a dominé la KHL, dominé la Ligue américaine de hockey. Et même si on avait 2 gardiens de but, les Rangers ont décidé de monter, et avec raison, il était 9-1. Et là, je pense qu'il est la raison pourquoi on a re-signé Kreider, parce que je pense sincèrement que s'il ne se blesse pas au côte dans un accident de voiture, les Rangers compétitionnent et je pense qu'ils rentrent en séries éliminatoires avec le momentum qu'ils avaient. Ouais, puis ils ont quand même gagné leur dernier match. Puis dans le match contre les Islanders, je sais pas si tu as regardé, Yoriev, il a pas mal volé la rencontre. Là, fait que, ils sont pas mal pris non plus. Puis et Yoriev et Lundqvist, qui est encore capable de donner des bons matchs aussi. Les Rangers ne sont vraiment pas mal pris. Est-ce qu'ils auraient pu capitaliser sur la valeur recrudescente de Yoriev lors de la période des transactions? Potentiellement, mais c'est sûr que l'accident d'auto de Buchnevich et de Shesterkin fait que ils avaient les mains liées. C'est intéressant. J'ai lu aussi les commentaires suite à la date butoir des transactions d'Henrik Lundqvist qui a dit, écoutez, on s'est pas encore assis avec moi, mais on a un dialogue très ouvert et honnête, puis je vais m'asseoir assurément à la fin de la saison, parce que si c'est pas eux autres qui le font, moi je vais leur dire quand Yoriev et quand Shesterkin, ils ont 2 très bons gardiens. Fait que, je trouvais ça intéressant, la perspective d'un joueur qui avait partie du noyau des Rangers pendant si longtemps. Oui, c'est pas un fou non plus, là. Il le voit bien. Marc, tu sais, on dit tout le temps, tout n'est pas sur Carey Price. Mais à quel point un gardien de but d'impact, parce que comme je le disais, là, Shesterkin l'a fait partout, à quel point un gardien de but d'impact vient changer une équipe qui était moyenne jusqu'à là, puis l'amène à la porte des séries? Jordan Binnington, Carter Hart, pour ne nommer des exemples récents seulement. C'est une équipe qui joue bien, bénéficie d'un bon gardien. Puis une équipe qui joue mal, même si elle a un bon gardien. Quand tu dis que ça ne repose pas entièrement, une équipe qui joue mal, même si elle a un bon gardien, il n'y aura pas les résultats. Mais une équipe qui joue bien, qui n'a pas de bon gardien, vous leur demanderez, voir si ça fait mal, puis demandez aux Blues de Saint-Louis. Binnington d'aller chercher une Coupe Stanley. Carter Hart a ravivé, pas juste la saison, mais a ravivé pas mal les espoirs du côté des Flyers. Puis même si c'est sa 2e année, c'est pas aussi probable. Là. Il joue bien quand même, Carter Hart, puis il va probablement être en série. Fait que, tu mets ça bout à bout, là, puis on parle même pas écoute, dans Carter Hart, on va attendre un peu, là, mais on parle même pas de joueurs qui ont le potentiel nécessairement de Shesterkin ou l'impact d'un Carey Price qui, pendant longtemps, a fait et fait encore pas mal d'unanimité au sein des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Là. Oublie les commentateurs comme toi puis moi, là. On va parler juste des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est quand même assez... c'est révélateur, puis tu demandes à ton bon ami, le coach Guy Boucher, puis... Il va te le dire. S'il aurait aimé ça avoir un gardien de but, t'aimes pas, lui. Il dit souvent. Lui, il a un chiffre en tête. Donne-moi un de 910, tu vas voir. Il n'a même pas besoin de 920. Mais il n'a jamais eu 900 dans les filets du côté de Guy. Mais tu sais, les gens qui nous écoutent, Marc, là, puis j'ai pas ma page ouverte, là, mais c'est sûr qu'ils vont te demander pourquoi Price, comme Shesterkin,
n'est pas capable de faire la différence s'il est le meilleur selon ses pairs? Pourquoi il n'est pas capable de faire la différence? Il a fait la différence, il l'a fait dans plusieurs saisons. Mais là, pourquoi en ce moment, il n'est pas capable de faire la différence? C'est parce que c'est pas une équipe, tu sais, je vais faire attention comment je le dis puis je le phrase, mais c'est pas une équipe qui a assez de talent en profondeur à travers sa formation. Mais c'est pas juste en profondeur et top heavy, là, excuse-moi de l'anglicisme, là, mais une équipe qui au sommet n'a pas des joueurs assez d'impact. Quand tu mets ces deux facteurs-là ensemble, c'est là la raison, tu sais, puis moi, la défensive des Rangers est-elle supérieure à celle du Canadien? C'est drôle parce que j'ai parlé à quelqu'un de l'organisation des Rangers ce matin à l'entraînement à Brossard, puis on me disait c'était comme une force. Les jeunes défenseurs, ils ont été en mesure de monter des défenseurs. Ryan Lindgren, le frère de Charlie, Adam Fox, par exemple, D'Angelo, qui est ton défenseur pour le jeu de puissance. Tu sais, ils ont été en mesure d'amener des défenseurs, des jeunes défenseurs qui font le travail. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été capables d'échanger Brady Shea, par exemple. Alors, la réponse est oui, la défensive, elle est beau. Ben, la défensive, là, elle est plus 2020. Je vais le dire comme ça, là. Elle est plus 2020 que le Canadien. Le Canadien va avoir un top 3 de vétérans défensifs plus aguerris. Les Rangers sont un petit peu plus 2020. Ils ont fait le virage, eux autres. J'aime ça. Rajoute à ça Trouba. Oui, rajoute à ça Trouba, qui est celui qui joue le plus. Rajoute à ça le fait que McDonough et Girardi faisaient partie d'une bonne défensive, mais qui ont été qui sont sous d'autres cieux pour faire place à des Fox, Lindgren, D'Angelo de ce monde. OK. Mais Brady Shea, là, en passant, Brady Shea, il l'aurait gardé. Là, c'est une histoire de plafond salarial parce que là, Panarin, c'était pas le plan initial. Kreider, tu as réussi à le signer, puis c'est un peu la signature de Kreider qui a annoncé le départ de Brady Shea. Ouais. C'est un peu ça parce que, écoute, j'en ai parlé un peu avant que la transaction ait lieu, là, mais c'était pas comme si j'avais un scoop parce que j'ai fait le saut. J'en ai parlé parce que j'ai fait le saut parce que je me disais que de tous les noms qu'on entend, c'est celui que je m'attendais pas de voir partir, mais avec ces 4 ans de contrat qui demeuraient, j'ai fait OK, je comprends, puis pourtant c'est pas un salaire exagéré, mais ça fitait plus sur la masse salariale avec des gars, justement, que tu vas avoir besoin de re-signer très bientôt. Mais si Trouba, Fox et D'Angelo c'est ça, t'avais quelqu'un pour les remplacer. sont des défenseurs qui avaient plus de minutes que lui à ce moment-là, tu as reçu un premier pour ton 4e défenseur. Je pense que... Ouais, c'était pas le 4e défenseur, mais comme quelqu'un m'a aussi expliqué, c'est un défenseur du top 4, mais c'est pas ton numéro 1 en powerplay, puis c'est pas ton numéro 1 en désavantage numérique. Et voilà. Ouais. Puis du côté des Hurricanes... Je pense que c'est bien résumé. Là, ouais. Puis du côté des Hurricanes, ils en ont 2 premiers choix. Fait que ils pouvaient se le permettre. C'est ça, mais tu sais, du côté des Hurricanes, je trouve que c'est un coup de maître, mais c'est surtout parce que là, t'as Dougie Hamilton puis t'as Brett Pesci qui sont blessés peut-être à long terme. C'est surtout ça l'histoire. OK. Les Rangers qui sont présentement à 72 points, 4 points seulement d'une place en séries éliminatoires à des équipes comme les Blue Jackets de Columbus, entre autres. Les Hurricanes sont devant eux avec 2 points seulement et les Islanders. Crois-tu qu'ils peuvent compléter cette remontée-là? Ben, j'y crois parce qu'une équipe qui est sur une poussée, ça a un effet un peu magique. Là. On l'a vu avec les Sénateurs il y a quelques années. On l'a vu avec les Hurricanes l'année passée. C'est quoi l'équipe que tu m'as nommé? Excuse, Martin, j'ai pas compris. Saint-Louis l'année passée, exact, c'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent l'accomplir. Comme le Canadien, ils se sont creusés un trou, mais eux, contrairement aux Canadiens, c'est que là, ils jouent leur match en main ou ils vont jouer leur match en main lorsqu'ils jouent très, très bien. Alors que le Canadien a joué ses matchs supplémentaires quand ça allait pas super bien. Fait que là, tu sais, ce que même Marc Bergevin a dit lundi, puis ce qu'on dit depuis longtemps ensemble à On Jase, c'est la partie de saute-mouton, puis le recul que tu as pris est trop important, alors que les Rangers, eux, ils l'étaient pas parce que tu peux jouer ces matchs en main-là quand tu viens d'en gagner 8 de suite à l'étranger, puis que tout va bien. Ce serait intéressant de voir le match de ce soir. C'est un match que j'avais hâte de voir, surtout pour le gardien de but, mais il ne sera pas là. Pour le Canadien de Montréal, ce soir, oui, ils ont perdu un point mardi, mais ils sont quand même sur 3 matchs sans avoir perdu, si tu veux, ou 3 matchs de suite en récoltant au moins 1 point. Qu'on peut peut-être bâtir sur ce positif-là du côté du Canadien. Oui, et avec raison, parce que pour une formation qui a perdu beaucoup de maturité, de leadership
Et beaucoup de matchs de la Ligue nationale de hockey, en Cousins, Scandella, Kovalchuk et Thompson dernièrement, ben c'est une équipe qui s'est présentée. Puis, il y a eu des hauts et des bas dans cette rencontre-là. Il y a eu des moments de mauvaise gestion, mais somme toute, c'est une équipe qui n'a pas baissé les bras. Puis, là, je vais le répéter, ça ne veut pas dire que c'est ce que moi je crois, parce que ça fait longtemps que je te l'ai dit, ce ne seront pas des séries éliminatoires, mais il faut que tu respectes un processus. Puis j'ai été trop souvent dans une chambre de hockey d'une équipe qui ne fera pas les séries. Tant aussi longtemps que tu as une âme dans ton équipe qui y croit encore, c'est le travail de tout le monde dans cette équipe-là de pousser dans la même direction. Tant qu'il y a une lueur, aussi faible soit-elle, il faut que tu continues. Puis c'est pour ça que Price va être encore devant le filet, parce que lui veut être là, puis parce que tu n'as pas le droit de refuter ça tant que c'est pas terminé. C'est pas fini tant que c'est pas fini, là, c'est galvaudé, là, mais tu n'as pas le droit. Ça veut pas dire que, gars, Marc Bergevin l'a prouvé, là. Quand je dis Marc Bergevin, lui, il a pas besoin de penser la même affaire. Il pensait pas, mais Claude Julien, puis Luke Richardson, puis Kirk Muller, puis les joueurs qui sont dans la formation, il faut qu'ils y croient encore, puis il faut qu'ils apprennent. Là, il faut qu'ils apprennent. Là, je comprends qu'il y a eu beaucoup d'avances échappées, mais la dernière, elle doit rentrer dans les leçons apprises parce que là, t'as une nouvelle gang, puis Jake Evans, il doit apprendre de ça, puis Max Domi, même s'il joue un bon match, il doit apprendre de ça, puis tout le monde qui est là doit apprendre de cette défaite-là, plus particulièrement que les autres, même s'il y a eu beaucoup trop d'avances perdues au fil de toute la saison chez les Canadiens. Pour arriver à ma maturité, comme Guy Boucher expliquait hier, évidemment, à notre émission. Ah, il a parlé de ça? Oui, absolument. Hey, ça doit déteindre. J'ai passé une journée assis à côté de lui, hein? La date limite des transactions, fait que ça doit déteindre, je sais pas. Laisse-moi te dire une chose, Marc. Si le nombre de fois je t'ai jasé, puis t'aimes le travail que Guy fait, je peux te dire une affaire, que hier, il en a jasé un coup sur toi, il a apprécié sa journée en ta compagnie, puis il m'a dit « Eh boy, j'en ai appris pas mal. » Ah ouais? Ah ben c'est cool, mais dans le cas de Guy, c'est plus d'apprendre sur le métier de la télé, puis nous autres, là, on n'a pas cette formation-là. C'est sûr qu'on a le matériel pour jaser, mais là, t'es concis, t'as un décompte dans les oreilles, il y a une transaction qui arrive en plein milieu que tu parles, puis qu'on t'interrompt. C'est un cadre bien différent, puis moi, je vais dire la même affaire. Je faisais une phase en disant que ça déteignait, mais j'apprends énormément de Guy Boucher. Puis, souvent, on pense de la même manière. Il y a des choses que lui, il peut pas dire, veut pas dire. Moi, il y a des affaires que je suis pas certain puis que je laisse aller. Je trouve que c'est un bon complément. Moi, j'ai adoré ma journée. Puis, Pierre Route, il a 31 ans de métier à RDS, puis il a 40 quelques années de métier tout court. Fait qu'on s'entend que de l'expérience, il y en a. Oui, non, lui... C'est une bonne journée. C'est une bonne journée, puis les gens étaient fidèles au rendez-vous. Absolument. Oui, d'ailleurs, les sondages, on a vu passer ça sur le Twitter. Encore une fois, un gros merci à tous les fans qui ont suivi RDS. Oui, évidemment, beaucoup de réactions aujourd'hui. Claude Julien a annoncé que Jonathan Drouin était blessé à la cheville. Retour de Charles Hudon dans l'alignement. Puis on lui a posé une question à Claude Julien à savoir avec qui il va être employé. Puis il n'a pas voulu se mouiller. Marc, Éric est content de son retour. Puis il espère que, exemple, ça sera avec Suzuki pour lui donner une chance de se faire valoir pour de vrai en attaque. Je ne sais pas si t'es de cet avis-là. J'aimerais ça. Mon jupon dépasse quand je parle de Charles Hudon, mais tu sais... Pas celui à Claude, en tout cas. Ouais, non, exact. Puis, tu sais, si je veux demeurer objectif, je suis obligé de te dire que c'est un gars que peu importe, là, je comprends l'histoire des joueurs qui sont sur la ligne très mince entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. J'en ai côtoyé plein, j'en ai vu plein dans ma carrière, tu sais, je sais que c'est pas évident, mais il y a une réalité, c'est que si l'intensité est là, il faut qu'à un moment donné, tu sois capable, en l'insérant, tu sais, pas de jeter un regard aveugle sur les erreurs qui sont commises, mais d'accepter qu'il y a des jeux d'audace qui favoriseront pas, parce que ces jeux d'audace-là, qui vont être même ratés, vont quand même probablement lui permettre d'avoir plus d'occasions de marquer. Parce que sinon, là, tu l'éteins. Tu le dénatures, tu l'éteins, tu l'encarcanes, tu le menottes, utilise le mot que tu veux, là. Puis là, un joueur offensif devient gêné, pâle et à quelque part inutile, parce que Charles Hudon, à toutes les années qu'il a été là, puis c'est même pas une année complète cette année, c'est toujours un des meilleurs marqueurs de la Ligue américaine. Il a fait la même affaire dans le junior. Donc, il faut que tu sois dans des prédispositions pour accepter les défauts des qualités du joueur. Fait que moi, c'est ça que je comprends dans le cas de Charles. Puis moi non plus, je ne jetterai pas un regard avec, puis en étant objectif, je comprends que des fois, sa gestion de la rondelle, quand il rentre dans la zone, il fait une petite passe du revers qui pourrait arriver, mais qui alimente la transition de l'autre équipe. Tu te dis, ouais, c'était pas le temps d'essayer ça. T'sais, ça, je le comprends.
Oui, mais ça sera, on le regardera ce soir là, parce que, tu sais, exemple, mardi, il y a des gens qui ont vanté le jeu de Jordan Will, alors que nous, d'un autre angle, on montrait à quel point à chaque fois qu'il essayait de faire une entrée de zone en freinant, il se l'est fait enlever à chaque fois au lieu d'envoyer ça dans le fond. C'est ça. Mais ça, c'est l'autre affaire. Tu sais, Brandon Gallagher, là, pourquoi il a du succès depuis ses premiers jours de la Ligue nationale? Je me rappelle, le premier match qu'il avait joué, j'avais montré aux gens. Regardez ce qu'il fait. Quand il rentre dans la zone, là, c'est pas le plus talentueux. Là. Il fera pas une passe magistrale, mais il amène la rondelle en bas des cercles. Fait que là, à partir de là, si tu fais une erreur, là, t'as 190 pieds pour revenir, puis des défenseurs, puis du monde. Tu sais, t'as des soupapes de sécurité. Là. Fait que amène ta rondelle dans le bas des cercles, puis là, fais ton jeu après. Will, des fois, il refuse de le faire. Puis Hudon aussi, là. Hudon aussi, des fois, refuse de le faire. Fait que, tu sais, c'est clair que ça, c'est un élément qui est important quand tu parles d'entrée de zone. Exact. Il avait manqué une chance de marquer parce qu'il a décidé, au lieu d'arrêter devant le filet, il avait décidé de faire le tour. Et début de troisième période, décide de freiner devant le filet, ramasse ce retour. Fait que c'est des petites observations de même que, tu sais, avec d'un autre angle ou avec On jase, on essaie d'expliquer aux gens pour que les gens rendus au match puissent porter attention là-dessus. OK, Charles Hudon. Martin, j'ai 3 minutes pour toi. On y va, je vais avec un commentaire de Ced, OK? Tu veux-tu y aller? Vas-y, moi j'ai celle-là ici, ouais. Parce que j'ai des espions qui espionnent Marc Denis. OK, bien vas-y avec celle-là, puis je vais y aller Non, vas-y avec hockey. Ah, ça n'a pas rapport, c'est pour ça. OK, moi non plus. OK. Marc, tu te lances dans une deuxième carrière? Mes espions m'ont dit que tu t'entraînes avec Pat Côté. Je m'entraîne avec Pat Côté, mais je me lance pas d'une deuxième carrière. OK. C'est pas... moi, je trouvais que, premièrement, je n'avais jamais fait, puis je me disais que d'ajouter de la boxe à mon régime d'entraînement une fois par semaine, ça pourrait m'être utile. Puis je te le jure qu'aujourd'hui, j'ai des épaules de boxe. Des épaules en compote. Tu sais, une heure de temps avec les baguettes dans les airs puis les gants dans les mains, là, tu te rends compte que c'est des hommes. Tu te rends compte que c'est des hommes. Écoute, moi, j'ai juste dit à ma source, j'ai dit, tu regarderais les paluches à Marc Denis, là. Si jamais il se met à la boxe, ça va être des méchantes mornifs qu'il va te donner. Ouais, ça faisait du bruit quand ça fait ça dans les gants, puis j'étais content, mais j'ai comme l'impression que Pat Côté a un discours différent si c'est lui qui parlait. C'est bon. Autre question de Ced Rémy. Comment tu as vécu la situation David Harris? Puis il te demande, accepterais-tu d'être l'adjoint de Price l'année prochaine avec un micro dans le casque, puis tu gardes ta job à RDS? Écoute, je vais accepter si j'ai pas besoin de gauler. Parce que ça va faire de la bonne télé, tu sais. C'est comme Charlie Lindgren lors des 11 derniers matchs ou des 16 derniers, là, si on compte pas la grippe à Price, absolument. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que probablement que je vais continuer à faire de la boxe puis je vais continuer à travailler à RDS. Ça risque d'être pas mal plus ça. Face à part, comment je l'ai vécu, moi, je trouve que c'est une histoire fantastique. Ça fait parler du hockey dans d'autres cercles de façon très positive. Puis je le dis tout le temps parce que j'ai plein d'amis, moi, à Columbus, entre autres. Quand tu regardes le hockey live pour la première fois, tu tombes en amour avec le sport. Puis ça, c'est une bonne affaire que le hockey, on en parle de façon positive à travers l'Amérique du Nord, probablement le monde. Puis tant mieux pour l'histoire. Je comprends que c'est un œil au beurre noir aux Leafs, mais ça, qu'est-ce que je te dis? Tant pis, c'est à eux autres de saisir l'occasion, tu sais. Oui, exactement. Il a fait le USA Today, il a fait les Late Show. Regarde, aux États-Unis, ça a été une belle vitrine. OK, Marc, écoute, raison de plus pour plus t'écœurer. Puis, on te remercie. Chris Kreider, Max Domi, Charles Hudon font partie des sujets que Pierre et moi vont vous parler ce soir à compter de 18h30 dans 360 et à 19h pour le match. Salut tout le monde. Yes, sir, bye. Salut, Marc. C'était Marc Denis. Et ça va s'entraîner, peut-être. Peut-être. Il va tenir son micro. C'est celle qui nous donne un deadline, hein, quand on est en autre. Ah, mais c'est correct, ça. Reste 2 minutes big. Après ça explose. Plusieurs auditeurs ont remarqué qu'il était dans son auto, puis il revenait de Brossard, puis il s'en allait se préparer. On a l'été. C'était des. By the way, vous avez remarqué, on n'a pas parlé de l'entraînement parce que c'était une optionnelle. C'est une optionnelle, puis il y avait, exemple, Carl Osner sur la patinoire, puis Charlie Ingram, tout ça. Ouais. Écoute, Martin, on va s'amuser un petit peu avec les auditeurs en attendant David Perron. Parce qu'on a demandé aux gens aujourd'hui, puis les éléments de réponse sont bons. Ah oui, à partir de quand ça a pété? Oui. La saison a basculé à quel moment? Je te lis des réponses qu'on a reçues. Antoine Pelletier sur Facebook, il dit « Ça a basculé au moment où Jonathan Drouin s'est blessé. » Il dit Washington. Le Canadien a gagné ce match-là, mais... Oui. Bon, en fait, après ça, il y a eu la série de 8 défaites. Il dit « Bergevin se devait d'aller chercher du renfort. » Lui, il parle de Taylor Hall. C'est un élément de réponse qu'on a reçu sur Facebook. Il y en a plein. Je suis un peu d'accord avec ça. Ça donne 15 novembre. Oui. Un peu d'accord avec ça. Le Canadien venait de battre les Bruins. Avait pris un point contre les Flyers de Philadelphie. Oui.
Il avait ramassé 2 points contre les Kings. Il avait ramassé 2 points contre les Blue Jackets. Pas des équipes de je te nomme là. Absolument. Ouais, puis il venait de ramasser 2 points à Washington. Fait que là, tu sais, c'est le début du mois de novembre. Là. Boston, 2 points. Philly, 1, 2. Écoute, ça allait bien. Et là, la chaîne... Puis le pire, c'est quoi? Le match suivant la blessure de Drouin, qu'on veut calculer dans le 8 matchs là, de défaite, c'était une défaite en prolongation contre les Devils, ce qui est inadmissible, tu me diras. Mais ça demeurait une séquence de 6 matchs sans défaite. Mm-hmm. Il y a tout le temps deux façons de voir les choses. Nous autres, on a rentré cette défaite-là dans la 8 défaites. Mais... Ouais. D'autres commentaires, encore une fois, la blessure de Drouin, c'est Freebie qui écrit ça sur rds.ca. La défaite contre le Lightning de Tampa Bay au retour des fêtes, alors que le Canadien avait largement dominé le Lightning en début de partie. Tu te souviens, je pense que c'était 18-0 les lancers ou quelque chose comme ça. Le Canadien est à peu près à égalité au classement avec cette équipe-là. Puis après ça, il y a eu la deuxième série de 8 défaites. Ou en tout cas, je ne sais pas si ça a débuté avec le Lightning, mais bref, ça faisait partie de cette série-là. C'était à Tampa. Le Canadien avait pris les devants 2-0. Oui, c'était 18-0 les lancers à un certain moment dans le match. Là. Écoute, monsieur, il a une excellente mémoire. Puis le Canadien avait fini avec 20-10 dans les shots. C'est bon, ça. Puis sais-tu quoi? Est-ce que ça me... Écoute, je me souviens pas du match, mais je me souviens de m'être dit... Souviens-toi, là, on avait eu Antiniemi l'année d'avant. Le Canadien avait fait assez bien pour gagner. Je me souviens pas si c'était en Floride ou à Tampa. Puis j'étais en joie le vert parce que pas capable de mettre de Price. Puis si ça avait été Price, on l'aurait gagné. Oui. Puis je me souviens de m'être dit, tu vois là, 2-0 à Tampa, avec Price, ils vont gagner. Attends une seconde. C'est quoi? C'est 4 buts en troisième? 3 buts? Oui. 3 buts du Lightning en troisième. Autre élément de réponse, Sam Lemieux. Je pense que c'est ma préférée parce que c'était la mienne où est-ce que la saison a basculé sur Facebook. Puis on profite du fait que les Rangers sont en ville. Là. Mais la partie justement contre les Rangers, le Canadien menait 4-0. C'est en plein milieu de la première séquence de 8 défaites. Donc c'était la quatrième défaite. Le Canadien menait 4-0. Et ont perdu ce match-là 6-5. Ouais. Puis Lekonen avait fait 5-3, je me rappelle. C'était 4-3, les Rangers étaient remontés. Et puis Lekonen avait marqué le 5e but, ça faisait 5-3, puis on dirait que ça avait fait puis les Rangers ont gagné 6-5. Parce que les Rangers avaient déjà fait une remontée, mais les Canadiens avaient repris les devants. Exact. Fait que là, il y avait comme le sentiment peut-être d'être arrivé. C'est en plein ça. Même Dominique Laberge également sur notre page On Jase mentionne ce match-là. Puis il y en a quelques-uns des auditeurs aussi sur Facebook. Mais après ça, là, il y a eu la défaite de 6-5. C'était la 4e défaite de suite. Il y avait 6-5, là, c'est pas en fin de match. Là. C'était à 12 minutes. Il restait 8 minutes à faire. C'est ça. Ah non, c'était honteux, ça. Puis après ce match-là, ça a été la défaite, la 5e défaite, 8-1 contre les Bruins de Boston. C'était la défaite après celle des Rangers. Celle-là a fait mal. Ça a pris du temps avec le Canadien se remettre de ce 8-1, 6-4. De cette défaite-là. Ouch. Je vais t'en lire plein. Charles Étienne aussi parle de cette défaite-là 6-5. Parce qu'à ce moment-là... On avait dit à ce moment-là, tu souviens-tu que comme les Rangers venaient nous remettre la manette de la pièce pour bien des années quand le Canadien était revenu de l'arrière 4-0. La remontée de Kovalev, tout ça. 4-5-0. 5-0. Oui, exactement. Je veux juste te dire, avant cette série de défaites-là, le Canadien, on parle du 15 novembre, le Canadien avait battu les Capitals à Washington, un moment où est-ce que Drouin et Byron ont été blessés. Le Canadien avait une fiche de 11-5-3. Ah oui, t'as ça, là? Puis bien. Ensuite de ça... Conseil, là, au lieu de regarder le calendrier sur NHL, je vous suggère de le regarder sur RDS. Pourquoi? Parce que vous avez la fiche de l'équipe au moment et vous avez le gardien de but partant, ce qui fait que c'est intéressant. Vous avez les lancers, tout ça d'un seul coup d'œil, au lieu d'avoir un calendrier comme un calendrier avec des carrés. Oui. Oui. J'aime ça. Fait que là, tu dis que quand à Washington, c'était la 11e victoire du Canadien. 11-5-3. 11-5-3, puis après ça, il y a eu la série de 8 défaites. Puis le match en plein milieu, comme je disais, des Rangers, 6-5. Ça faisait en sorte que le Canadien avait une fiche de 11-7-5. Puis après ça, il y a eu 4 autres défaites consécutives, dont celle 8-1 contre les Bruins, puis une autre contre les Devils. En tout cas, pour moi, ça a basculé à ce moment-là. Puis Martin, exemple, sur Facebook, et quelques-uns des auditeurs aussi, ont mentionné avec aussi justesse que la saison du Canadien n'a pas basculé du tout parce que leurs attentes n'étaient pas élevées. C'est un autre élément de réponse, je trouve ça bon. Bon point, Gilles. J'en lis un dernier.
Quoi qu'il y en a beaucoup, là, on pourrait lire jusqu'à demain matin, là, mais j'ai oublié mon idée, tabarouette. Ça arrive. Ça arrive, c'est rare, là, mais ça arrive. D'habitude, c'est moi. Oui, je le sais. En tout cas, bref. Je Mais vais tu essayer parlais de du tournoi retrouver. de saison. Un autre qui disait que la saison avait tourné au moment où... Il y a eu la deuxième série de défaites, de 8 défaites également, mais c'était pas ça là que je voulais dire. Mais c'est pas grave, je vais le retrouver. Je vais retrouver le commentaire. OK. Canadien Rangers, ce soir, c'est 19h sur RDS. Bien sûr, vous avez entendu Marc Denis, 18h30. Il sera là avec l'émission d'avant-match. Je l'ai. Vas-y. J'ai le commentaire. Go. C'est pas vrai. T'as même épais. T'en étais sorti, il fallait que tu ressoulignes que t'avais oublié? Ouais. Non, je vais le trouver. Ah, boy. Je vais le trouver. Point tournant, ce fut le match après la victoire 5-2 du Canadien contre les Capitals. Le match suivant, le Canadien menait 3-1 contre les pauvres Devils. Fait que ça, c'est avant la défaite contre les Rangers. C'était Kincaid devant le filet. Ah ouais. C'est vrai. C'est un excellent point aussi. Keith. Luc parle des 4 défaites contre les Red Wings de Détroit, évidemment. Powerplay qui est pourri. Eric- Genre bas de 500 à domicile. Eric parle de la blessure de Gallagher en décembre qui a mis fin complètement à la saison du Canadien. Puis là, En veux-tu un autre? Le Canadien va bien. Weber se blesse. Je pense qu'il rate 4 matchs avant de décider de revenir. Mais les 4 matchs, le Canadien les a perdus. Absolument. On jase. Et puis je vais le retrouver. Ça me fatigue. Vas-y, le têtu. Je suis vraiment têtu, hein? Aïe. Tu connais David Perron? Non, il faut que je mette fin au Facebook Live avant. Ah oui, je l'ai. Que le Canadien, je l'ai pour vrai. 4 fois qu'il dit. Oui, je l'ai pour vrai. C'est Frank qui dit le Canadien débute toujours la saison avec des bonnes fiches. Puis à un moment donné, quand ça commence à jouer pour Rome, entre guillemets, Ça, c'était du jeu vrai pour avec Rome. Michel Terrien. Claude, des débuts de saison, coup-ci, coup-ça. Mais Claude Quoi que Julien... cette année, c'était quand même bien. Là. C'était moyen. 11-5. Oui, mais c'est parce que, regarde, c'était pas mal 500 avant qu'il y ait une petite série de victoires quelque part. C'est sûr. Tu sais, tandis que Terrien partait 6-0, 7-0. Oui, 14-1, je me rappelle une fois. Là. OK. Ce qu'on va faire, mon cher, avant de rejoindre David Perron, on va mettre fin au Facebook Live. On va continuer. Oui, merci. On va continuer à lire vos commentaires, puis je vais essayer d'être moins confus pour les retrouver, parce qu'il y en a beaucoup, puis ça défile pas mal sur Facebook, puis sur rds.ca. OK. Hier, immédiatement après l'émission, j'ai jasé avec David Perron. On a parlé de comment il a vécu la date limite des transactions, comment ça se passe avec Marco Scandella, comment ça se passe avec Jay Bouwmeester. Vous voulez savoir, puis également son opinion sur la date limite des transactions, qui a bougé, qui a fait des bons moves selon un joueur de la Ligue nationale de hockey. Bien, je vous fais entendre David Perron, avec qui je me suis entretenu hier. David, salut, comment ça va? Eh bien, on a le plaisir de rejoindre David Perron. Salut, David. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Yes, super bien. Depuis qu'on s'est parlé, bon, je prends pas de crédit, mais quand même 4 victoires, aucune défaite. C'était un blanchissage contre New Jersey avant qu'on se parle, un autre blanchissage contre l'Arizona. Mais la victoire sur un 2-2 à Dallas, convaincant 5-1, ça devait être satisfaisant. Oui, non, vraiment. On était prêts pour un de nos meilleurs matchs de la saison, définitivement. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de notre séquence dans ce temps-ci, c'est qu'on a trouvé le moyen de gagner de différentes façons. Hier, un match plein de buts. Je sais que les entraîneurs, habituellement, sont pas très contents des performances de même. Mais par contre, on est capable de prendre une respiration, take a deep breath, puis trouver le moyen d'avoir gagné 2 points. C'est ça qui est intéressant. Ça nous permet de continuer notre séquence de victoires. Puis comme tu l'as mentionné, là, on a joué du très bon hockey, même sur la route, back-to-back, de différentes façons. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui, c'est ça. Mais là, ce match-là à Dallas, encore une fois, Dallas qui est une très bonne équipe dans votre division, c'était une série qui s'est finie en 7 l'an passé. Le message s'est passé. Mais là, vous revenez à la maison, puis ça tombe un slugfest comme ça contre Chicago. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui s'est passé. On était prêts pour jouer un bon match. Il y a des circonstances qui sont arrivées. Il y a des buts qui ont rentré, des avantages numériques. Je pense qu'on a accordé 3. Nous autres, sur notre powerplay, on a marqué 2. Donc, tu sais, c'était un peu un match d'unité spéciale là, du côté de l'avantage numérique. Les 2 avantages numériques, ils ont clutché. On sait que Chicago veut pas. Là, c'est une équipe qui se bat pour essayer de se garder en vie, là, pour essayer de faire les séries. Puis, évidemment, c'est un match important pour eux. Donc, ils ont jamais relâché. Puis,
On perdait le match 3-1, je pense, en milieu de deuxième période. On a trouvé le moyen de ramener la game de notre côté. Comme je te dis, il n'y a rien vraiment de spécial qui s'est passé, juste qu'on a trouvé le moyen. On est resté patient avec le game. On faisait beaucoup de choses très, très positives offensivement. Puis honnêtement, là, pas juste ce match-là, mais tous les matchs de l'arrivée de Scandella, je pense que c'est le défenseur qui a joué le plus de temps que Dacier. Le fait qu'il est Perico, je pense que ça va être un bon shutdown pair, ça. Puis il fait vraiment bien dans notre style d'équipe. Ben, c'est exactement ce que je vais te demander. Il est plus 5 dans ses 5 derniers matchs, plus 3 dans le match de Dallas. Tu as dit hier, c'est lui qui a joué le plus de minutes. Effectivement, après moi, tu regardes ça. 22 minutes hier. Comment il va? C'est une belle acquisition? Ah, vraiment. Pour notre équipe, là, notre style d'équipe, c'est parfait. Tu le vois que c'est un team player. La seule affaire qu'il veut, c'est gagner. Il est content d'être dans une équipe en ce moment qui va permettre d'avoir une run en playoff puis de voir comment ça va se passer. Des petits jeux, là, c'est le désavantage numérique qui fait comment il claire le puck. 200 feet, là, vraiment, tout à propos d'équipe. Hier, un petit moment bien simple, mais qui va en dire beaucoup sur un joueur. Il a la chance, avec, je pense, 5-6 secondes, de prendre un lancer environ vers la ligne rouge, là, vers le empty net, vers le filet désert. Leur gardien est enlevé, évidemment. Puis il a choisi de faire le bon jeu, de l'envoyer en arrière du filet. Ça finissait la game automatiquement, au lieu de prendre la chance que peut-être un de leurs joueurs allait bloquer puis envoyer. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Breakaway, peu importe, un bad bounce. La réaction des gars sur le banc voulait tout dire. C'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir un gars qui pense pas, qui pense à l'équipe avant tout, puis tu vois vraiment qu'il est le même. Au niveau des trios, j'ai cru remarquer que en tout cas hier, tu semblais pas être avec O'Reilly. On semble avoir déplacé Shen à l'aile, puis avoir mis Schwartz, O'Reilly, puis Shen ensemble. Puis tu te retrouves avec le jeune Thomas qui, c'est toi qui nous disais, il pays due. Il fallait qu'il y avait du travail à faire sur sa game. Puis là, il est rendu ton centre sur le deuxième trio. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a changé de trio? Comment ça va avec Thomas? Ben là, évidemment, on n'avait pas gagné beaucoup de matchs dans les 10 dernières parties d'avant. De notre côté, on se faisait dire qu'il y avait juste un trio qui marquait. Donc, ils ont décidé de changer. Ils ont décidé de mettre O'Reilly avec eux autres, essayer d'aider, je pense, la production de Shen et Schwartz avait peut-être un petit peu diminué dans les derniers matchs. Puis je pense que c'était aussi une circonstance là, vraiment des résultats de l'équipe. Assez de changer. Puis sachant que Tarasenko va revenir bientôt, va sûrement retomber avec Shen et Schwartz. Nos trios un peu des playoffs de l'année passée vont retourner. Va sûrement retomber avec O'Reilly puis Sanford, etc. Tout le line-up va comme se placer de même. Puis, parce que vous savez que ça marche, Noé, ces combinaisons-là. Non, exactement. Puis comme l'entraîneur m'a dit, des fois, c'est sûr que j'étais déçu. Ma saison va super bien. Je vois qu'O'Reilly pas loin d'un point par match. Là, faut que tu changes la chimie. Tu sais pas comment que ça va aller. Donc, là, on s'est mis à gagner. Donc, évidemment, si on avait perdu un match ou deux, probablement qu'elle aurait rechangé tout de suite. Mais tous les entraîneurs, ils ont un peu des petites superstitions de ne pas changer l'alignement quand ils gagnent. C'est bien correct de même. Du côté de notre trio, Thomas, puis Sanford, puis moi, ça nous a pris peut-être un match et demi là, d'ajustement. Le premier match, on a vraiment pas bien joué, je te dirais. Là. Puis on s'est parlé, on a fait quelques ajustements. Thomas, c'est un gars qui est extrêmement bon dans zone neutre, amener la rondelle dans zone offensive. Il est bon pour faire des cutbacks dans les coins pour vraiment perdre son défenseur, trouver des gars dans le slot pour des lancers. Mais je trouvais qu'il était un petit peu trop vite à essayer de faire une passe. Notre équipe, notre style d'équipe, c'est vraiment d'être fort dans la zone offensive, de garder le jeu en vie, de fatiguer l'adversaire, puis là, après ça, on trouve nos jeux. Donc, c'est des petits ajustements de même qu'on a fait. Puis je te dirais que les 2-3 derniers matchs, là, on a super bien joué en tant que trio. On va commencer à vraiment demander plus de minutes à l'entraîneur parce que veut pas, étant donné que c'est un jeune joueur, Thomas, souvent l'entraîneur est un petit peu plus frileux à le mettre dans certaines situations défensives, etc. Mais je pense que la façon dont on a joué dernièrement, ça va nous aider à avoir plus de minutes. C'est le fun aussi pour toi, je trouve. C'est toi le vétéran du trio, on te donne le jeune. C'est toi qu'il faut qu'il
qui lui montre la game à jouer. Puis on en parlait avec François Gagnon puis Guy Boucher hier, là, à quel point tu avais fait, c'est toi qui en parlais sur le show, à quel point tu avais fait le switch pour jouer la game de la façon qu'elle doit être jouée. Mais là, on te donne le mandat de montrer à ce kid-là la façon qu'il faut jouer la game. Ben exactement. Puis c'est des conversations que j'ai avec Bérubé, avec les autres entraîneurs, Steve Ott qui s'occupe un peu plus des attaquants, Marc Savard du powerplay. Puis évidemment, ils m'ont parlé, ils savaient que j'aurais une certaine déception. J'ai joué pas loin d'une saison et demie au complet avec O'Reilly. C'est vraiment match après match. Non seulement ça marchait, Sanford s'est mis à scorer dernièrement. On perdait des matchs, mais notre trio allait super bien pareil. Là, tu arrives le matin à l'aréna, tu vois ça. C'est sûr qu'en tant que joueur, t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, whatever. Puis c'est ça qu'ils m'ont dit, ils disent, tu n'estimes pas ton influence sur les jeunes, tu n'estimes pas comment tu peux les aider. Puis des fois, en tant que joueur, tu penses pas, tu fais juste ta petite game, tu veux juste jouer, tu veux être un leader, mais tu veux être un leader par rapport à tes performances sur la glace. Puis après le premier match, évidemment, j'ai eu d'autres conversations avec les entraîneurs, c'est ça qu'ils m'ont dit, c'est parle-leur, pas peur de leur dire de la bonne façon comment il faut faire les choses, comment, en tant que trio, vous pouvez avoir du succès, puis avec votre performance, vous allez nous demander plus de temps de glace. Donc, c'est un peu ce que je viens de te dire dans notre match à Dallas, c'était super fort. Le dernier match hier contre Chicago était vraiment fort aussi. Donc, c'est le même que je vois ça. Tu sais, on parlait avec Guy, être un leader, influencer les autres par comment tu gères la game et non pas par tes performances offensives. Puis c'est ça que je pense que les jeunes doivent apprendre. Puis c'est le plus difficile, le puck management. Puis tout ça, je pense que ça doit être ça qu'il est en train d'apprendre avec toi. Là, exact. Puis Thomas, ça va être un joueur élite, je pense, dans la Ligue nationale. Sa progression déjà depuis, même l'année passée, au travail en une saison, il s'est amélioré beaucoup. Puis je pense qu'il a fait un autre step cette année. Son niveau de confiance avec la rondelle, comme je te dis, en zone nerd, est exceptionnel. Moi, je suis pas un joueur de zone nerd. C'est un joueur, comme je te dis, puis j'ai expliqué ça. Puis Sanford, il est pareil comme moi. On a besoin d'être dans zone offensive. On a besoin de garder le jeu en vie. Puis si on fait des passes trop rapides, essayer d'exécuter des jeux des bas pourcentages, là, comme tous les entraîneurs vont parler, ouais. Ben ça ne nous permettra pas d'avoir du succès à long terme en tant que trio. Il est tellement fort sur la rondelle, je suis fort sur la rondelle en zone offensive. Avec sa vitesse en zone neutre, on peut vraiment attaquer l'adversaire de différentes façons. Puis honnêtement, je pense qu'après le premier match, il a tout cliqué ça. C'est de quoi qu'évidemment, on va continuer de travailler, il va tout le temps avoir des situations, comme tu l'as dit en tant que jeune. On revient à nos habitudes. Probablement qu'il était habitué de jouer avec des gars avec beaucoup de vitesse dans le passé, peut-être même au niveau junior. Donc, c'est des petits ajustements pour lui aussi, mais pour vrai, il travaille super bien. C'est un jeune qui écoute, puis je m'entends super bien avec, c'est le fun. Bravo. La date limite des transactions. Est-ce-tu happening pour David Perron? Tu regardes ça ou tu le regardes, tu me le diras pas, tu le regardes pas? Comment ça se passe? Ben, c'est sûr que le Twitter il est refreshé une couple de fois de plus que d'habitude là, dans la journée. Ouais. Pour être honnête, j'avais une idée que notre équipe allait pas bouger trop. Okay. Pour les simples raisons que notre trade deadline move, nous autres, c'est Tarasenko qui va revenir d'ici quelques temps. Pour de vrai, personnellement, j'ai aucune idée, mais on s'imagine tous que ça va être dans 2-3 semaines, exemple. Okay. Donc, c'est de même qu'on voit ça. Aussi, ça permet pas à Doug Armstrong de faire un échange, exemple, pour un Chris Kreider, étant donné notre situation de cap salarial. Si Tarasenko revenait pas avant les séries, par exemple, qui attendait un autre 2-3 semaines après ça, ben probablement qu'il aurait fait un move, puis que là, tu arrives en séries éliminatoires, puis le cap salarial n'existe plus vraiment. Donc, c'est de même que ça s'est passé. Je pense qu'aussi, l'acquisition de Scandella, c'était très important avec la perte de Bouwmeester. Ça nous prenait un défenseur solide, gros bonhomme. Parayko couvre beaucoup de glace. Je pense qu'il va donner énormément de confiance à Scandella. J'ai parlé avec lui hier. Il est venu chez moi, Scandé, après le match. Puis on a parlé, on a eu du fun ensemble. Regarde, il adore son temps en ce moment à Saint-Louis. Puis j'espère que ça va continuer de bien aller pour lui. Quand tu dis que tu le regardes puis tu refresh, tu regardes-tu ce qui se passe, par exemple, la transaction Pajot, les gars de chez nous, les gars, les francophones, tu regardes ça? Qu'est-ce que tu as pensé, exemple, de Pajot?
Oui, définitivement. Ben, je pense réellement que c'est un joueur qui était un joueur clé à Ottawa. J'ai hâte de voir son rôle qu'il va avoir à Islanders. Il tombe avec une équipe plus profonde, avec une équipe que son rôle risque de diminuer en tant que peut-être production offensive. Mais en même temps, il a signé son contrat. Je pense qu'il savait à quoi s'attendre de lui. Là, en ce moment, il y a une saison offensive exceptionnelle. Je pense qu'il y a quoi, 25 buts, quelque chose de même. Donc, je dis ça va toujours continuer, mais je pense que la réalité, c'est qu'il ne sera pas demandé offensivement de la même façon qu'il l'était à Ottawa. Mais en même temps, tous les joueurs recherchent une chance de gagner, une chance d'avoir une équipe qui va faire les séries année après année. C'est ça qui est le plus fun. En bout de ligne, on joue au hockey toute la saison pour se rendre au moment qu'on est là. On est tout autour du match 65. Puis on commence tranquillement pas vite à penser aux séries éliminatoires, tandis qu'il y a d'autres équipes qui pensent à l'été. Donc, c'est vraiment le meilleur moment quand tu es bien positionné en tant qu'équipe. Puis, trade deadline, j'ai suivi de toutes les façons. J'étais un peu surpris de l'échange de Lehner à Vegas. Mais en même temps, on remarque que Marc-André Fleury, dans les 3-4 dernières saisons, il a joué énormément de hockey. Il était là dans 2 finales. Oui, il n'a pas joué tous les matchs, mais tu es quand même avec l'équipe. Mentalement, ça te grind. Donc, j'imagine que je suis certain que ça va lui faire du bien d'avoir un gars de même en arrière de lui. Non, je l'ai pris en note, la Lehner, pour t'en parler, parce que, Marc-André, tu viens de nommer son nombre de games. Il y a une année difficile, là, la perte de son papa, etc. Fait que s'ils peuvent reposer... Moi, comment je la vois, c'est qu'ils vont pouvoir reposer un peu Marc-André avant les séries. Oui, exactement. Puis, tout le monde a des bobos. Je veux pas faire de rumeurs, mais on ne sait pas ce qui se passe du côté de Fleury. Est-ce qu'il y a des petits bobos qui traînent? Tout le monde en a dans une saison. Peut-être qu'il y a un autre petit move en arrière de ça. Le fait d'avoir du repos de plus, probablement que ça va l'aider à revenir de ça s'il y a une situation de même. S'il n'y en a pas, bien, comme tu l'as dit, je pense que Vegas, il y avait le cap, la situation pour pouvoir le faire. Donc, j'imagine que c'est la raison du move de Eakin la semaine passée. Tout le monde se demandait pourquoi ils ont échangé Cody Eakin, mais là, on l'a su dans le fond. Oui, j'aime ça. J'aime ton analyse. Tu nous amènes ailleurs des choses qu'on pense pas. Puis toi qui aimes Twitter, je ne sais pas si tu as vu, Leonard a répondu au tweet des Hurricanes quand les Hurricanes ont dit « Ah, coudonc, c'est-tu pour David Harris qu'il a pris le... Harris qui a pris le 90 et c'est Robin Leonard qui a marqué. » Ben oui, pourquoi pas? Regarde. C'était quand même drôle parce que je pense que Leonard, il a tweeté de quoi? Genre 15-20 minutes avant son échange qui est sorti. Donc, c'est là qu'on peut voir, même moi, que je me sentais très confortable dans ma situation en tant qu'équipe, etc., que j'allais pas bouger. Mais tu le sais jamais. C'est là que tu le vois. Tu peux jamais le savoir à 100%. C'est sûr que c'est plus le fun. Pour de vrai, j'ai tout le temps quand même été bien positionné dans la trade deadline. Probablement que l'année la plus proche d'être un échange, ça devait être à Vegas, j'imagine. Étant donné qu'il me restait juste un an à mon contrat, c'était mon contrat finissait cette année-là, mais en même temps, on était dans le top de la Ligue. Donc, c'est sûr que je ne m'attendais pas vraiment à être échangé. Puis l'année passée, on avait une bonne on commençait à virer notre saison, on a signé un nouveau contrat. Cette année, on a gagné l'année passée, j'ai une bonne saison. Donc, tu sais, je suis confortable en ce moment dans ma situation. C'est le fun de sentir le même. C'est sûr que il y a tout le temps des gars dans une équipe qui sont plus stressés que d'autres, mais je n'ai jamais vraiment été un gars trop stressé avec la limite des échanges. Mais là, tu as une maudite saison de fou. Les Blues veulent répéter. Là, tu me dis, on n'est jamais sécure. Dis-moi pas que tu as douté une seconde que tu peux être échangé. Non, exactement. OK, j'ai eu peur. Là. J'étais là, Colin, c'est vraiment insécurisant. C'est pas sécurisant par tout la job de joueur de hockey, sinon. Là. Non, exact. Cette année, mais en même temps, c'est ça qui nous... On aime ça, ce feeling-là, de compétitionner, autant que je l'avais dit l'année passée, j'ai gagné une coupe cette année, puis si j'en gagne pas un autre dans ma carrière, au moins je vais pouvoir dire que je n'ai gagné une. Puis là, la saison avance, puis là, tu as le désir tout le temps, tu as le désir de tout le temps continuer d'avancer dans ta carrière, tout le temps t'améliorer. Puis je pense que c'est le même qui nous permet en tant qu'athlète, en tant qu'humain, de vouloir se dépasser. Puis je pense pas que c'est juste ça que oui, j'étais très confortable, mais en même temps, tu ne sais jamais vers ça.
OK. Ben là, faites-moi pas faux bon parce que je vous ai mis, dans les prédictions, j'ai mis repeat Saint-Louis, Coupe Stanley. Fait que, niaisez pas. Parfait, ça. Parle-moi. Écoute, j'ai pensé à toi cette semaine. On se jase mercredi. Tu venais de jouer contre New Jersey, victoire de 3-0. Tu me dis, je ne sais plus si c'est en ondes ou en extérieur des ondes, là, tu me dis Louis Domingue a gaulé une Christie de bonne game. Domingue se fait balotage après avoir joué cette game-là. Je fais, voyons, David m'a dit qu'il avait joué une maudite game. Balotage, après ça, échangé à Vancouver. Puis quand il est arrivé à Montréal, parce qu'il connaît que c'était de passage hier, il dit j'ai peut-être joué ma meilleure game en carrière. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Fait que tout ça mis ensemble, là, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à toi avec ce que tu m'avais dit mercredi passé. Oui. Ben, c'est vrai qu'on voit que c'est une business en plus que n'importe quoi. J'ai pas suivi la saison de Louis, autre que je le texte de temps en temps. C'est un de mes amis. Je souhaite juste le meilleur. Puis oui, en effet, c'était le meilleur joueur des Devils ce soir-là. On a gagné, je pense, 3-0, puis ça aurait pu vraiment être plus le score. On a dominé du début jusqu'à la fin, cette partie-là. Puis même en début de match, quand c'était encore 0-0, il a fait 3-4 arrêts là, qui a gardé le match de main, qui leur a donné une chance de peut-être marquer le premier but, etc. Puis après ça, tu sais jamais quand le match peut virer. Donc, j'imagine que cette situation-là, en tant que telle, était... Corey Schneider, je pense que ça se peut qu'il y ait une autre année à son contrat. Ouais, il l'a remonté, il a gagné sa première game de l'année. Oui, exact. Ben, j'imagine qu'il espère de redonner confiance, de lui donner beaucoup de matchs d'ici la fin de la saison, essayer de peut-être augmenter, de donner une chance de peut-être revive his career, là, de vraiment repartir sa carrière dans le bon sens, puis probablement l'échanger au courant de l'été. Donc, j'imagine que c'est une décision de business. Peut-être même que ça vient des propriétaires qui disent « Hey, on a un goaler qui fait autour de 4 millions dans les ligues mineures. On va essayer de le bouger. » Donc, c'est vraiment été... j'ai de la misère à croire, puis j'ai pas d'informations. C'est pas Louis qui m'a dit ça. C'est pas rien. Ah non, genre. Mais c'est ça que j'ai trouvé... Ouais, j'ai trouvé ça difficile pour Louis de voir ça le lendemain d'un match de même. Souvent, un match de même peut te donner confiance, peut... faire qu'après ça, tu es capable de partir sur 2-3 semaines dans la bonne direction, avoir plus de matchs. Puis, regarde, Lucie, il faut qu'il signe un contrat au courant de l'été, donc je souhaite le best. C'est sûr. C'est top pour les enfants. Oui, ouais, exactement. Es-tu surpris, je ne sais pas si les gens ont remarqué, mais la majorité des gros moves, tout est dans l'Est. Les Pingouins, les Capitals. Dans l'Ouest, là, les Oilers, je ne veux pas dénigrer personne, là, mais c'est pas Athanasiou ou Ennis qui vont changer de quoi. Les Flames, j'ai aimé ce qu'ils ont fait à leur défensive. Les Canucks avec Toffoli. Mais à part ça, là, surtout votre division à vous autres, es-tu surpris que ça ait resté le statu quo? Non. Puis honnêtement, j'ai tout le temps été dans la mentalité personnellement que ça ne sert à rien de changer la chimie d'équipe trop, à part si tu en as besoin. Je crois que tu viens de parler des moves des Oilers. En bout de ligne, je crois que le move de la misère de son nom, la Tennessee ou whatever, là, ouais, je pense que ça va être un bon move. Un gars qui a de la vitesse de même, qui peut jouer avec McDavid, qui sort de Détroit. On sait sa saison, je pense qu'il est moins 45 dans la saison avant le match d'hier. Je pense qu'il y a eu un but, une passe à son premier match. Je pense que, tu sais, évidemment, les Oilers, là, ils essaient de se former des trios un peu plus solides. Ils essaient de le séparer. McDavid, Draisaitl, d'avoir plus de punch offensif. Donc, je pense que ça ne sera pas des mauvais moves, honnêtement. J'ai vraiment aimé comment notre trade deadline a été. Encore une fois, l'année passée, on n'a pas vraiment fait de moves. Je trouve que le problème, exemple, je ne veux pas nommer d'équipe, mais tu ramasses un gars top 6 là, toute l'échelle descend. Là. Le gars qui a joué top 6 toute l'année, qui a rendu que l'équipe est la meilleure équipe de la Ligue, exemple top 10, parce que tu es dans les séries, tu es sûrement top 10 de la Ligue en ce moment. Puis là, tu tombes sur le troisième trio, tu tombes que tu étais peut-être sur le premier powerplay, sur le deuxième powerplay, puis les gars du deuxième powerplay tombent plus sur le powerplay. Ça peut être même des gars de piqué qui sont... Là, ton temps de glace passe de 16 minutes, 17 minutes à 13 minutes. Là, le coach commence 2 semaines plus tard, il dit « Ouais, ton temps de glace diminue parce que tu joues pas du bon hockey. » Mais ton rôle est diminué. Fait que c'est vraiment difficile. Tu veux être un gars d'équipe, tu veux pas chialer, tu veux juste penser à gagner la Coupe cette année, mais ça risque que ton rôle est diminué, donc tu n'es pas capable de jouer les mêmes performances. Tu remplis pas le rôle que tu espères avoir. Puis tout le monde pense que tu joues du mauvais hockey. Mais en tant que tel,
moi, je vois pas ça de même. Puis c'est pour ça que je trouve des fois certains moves du trade deadline peuvent être très risqués pour changer la chimie de l'équipe. Tu vas plus aimer les trades que c'est pour aider une équipe à remplacer un joueur blessé comme vous autres pour Bouwmeester. Exactement. Nous, ça change pas vraiment la rotation. Puis encore une fois, les moves qui se font, on fait confiance au directeur gérant. Tous les joueurs prennent le pilule, puis ça finit là. Ton rôle change, faut que tu l'acceptes, t'as pas le choix. Tu joues du meilleur que tu peux. Mais, tu sais, j'ai toujours dit ça, quand tu donnes un rôle à un joueur, puis tu penses qu'il n'est pas capable de la rentrer, puis tout d'un coup, regarde ce Canada-là. Il y a eu de la misère à se situer, j'imagine, là, cette saison. Il a été changé 2 fois. Là, il arrive avec nous autres, puis c'est un de nos... respectueusement, c'est un de nos meilleurs défenseurs, là, défensivement, de plein de façons. Ah, il joue bien. Donc, il joue solide, il joue le rôle qu'il a joué. Donc, c'est de la même façon, moi, quand j'ai joué pour O'Reilly depuis l'année passée. Donne-moi ce rôle-là, je vais être capable de le remplir, mais donne-moi 13 minutes par match, puis ça se peut que je sois aucunement efficace. Donc, c'est juste être vraiment honnête en ce moment quand je le parle. OK. La dernière question, je m'excuse déjà. Je la regrette déjà. C'est pas à toi de donner... Pose-la pas. OK, je la poserai pas. Non, je gagne. Non, mais je le sais. Je la sais, c'est parce que les gens me posent beaucoup la question sur notre page. Puis c'est pas à toi de donner l'état de santé de Jay Bouwmeester, puis je vais finir avec ça. Mais les gens se demandent est-ce que sa carrière est finie. Fait que je te la pose en sachant très bien ça va être quoi la réponse. Je la respecte déjà d'avance, mais pour que les gens sachent que c'est transparent autant entre moi et toi que les gens qui nous écoutent puis moi. Oui. La seule affaire que je peux dire, c'est que Jay vient à l'Arena probablement tous les jours dans ce temps-ci pour voir les gars sortir de sa maison, bouger, etc. On est super content de le voir. Encore une fois, parlant de la guérison, certains joueurs qui l'ont trouvé vraiment difficile, le fait de le voir qu'il y a de l'air normal, autre que qu'est-ce qu'il a vécu, ouais. Le bénéfice est incroyable. Sans séquelles, hein? Parler, moi... de le voir sans séquelles, c'est comme ça vous fait du bien. Là. Exact. On dirait bien que c'est sans séquelles. C'est pas des conversations. On fait juste dire salut, on l'écoute, on est avec, mais on rentre pas dans les détails. Avec lui, on respecte la situation. On est juste là pour lui. J'habite à une rue de lui, moi, ici, à Saint-Louis. Là. J'habite à Clayton, c'est dans la banlieue de Saint-Louis. Donc, j'y parle, si tu as besoin de quoi, ta famille, moi, je suis là, inquiète-toi pas, n'importe quoi tu veux, des commissions, peu importe, whatever, là, tu sais. Fait que c'est des conversations de même qu'on a. Je pense que, justement, effectivement, il y a une conférence de presse aujourd'hui à 1 heure, heure de Saint-Louis, donc 2 heures, 2 heures pour Montréal, puis il va vraiment donner l'update sur son état de santé. Donc, j'imagine que ça va être des conversations que les médias, des questions qu'ils vont poser. J'ai hâte d'avoir les réponses, je ne sais même pas moi-même. C'est cool parce que tu me répondes ça, parce que même Guy Boucher, j'ai compté ce que tu me dis en me disant, les joueurs entre eux, David m'expliquait, à un moment donné, ils veulent même pas à l'aréna parce que, puis c'est toi qui m'as conté ça, parce qu'ils sont écœurés de se faire dire « Puis », fait qu'entre eux autres, ils se demandent même plus « Puis, comment ça va ta santé? » Tu m'avais raconté Marc-André Fleury, etc. Puis même Guy qui a coaché dans la ligue fait « Ah ouais, les gars, il s'évite puis il essaie de pas trop se demander « Puis, comment ça va? » Je dis « C'est ce qu'il m'a dit. » Puis même un coach de la Ligue n'était pas au courant à quel point ça peut être tannant de se faire gosser, à se faire dire « Puis, comment ça va? » Ça, c'est à propos des commotions. Parce que les gars demandent « Puis, comment ça va? » Puis tu arrives à l'aréna. « Ah, ben aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ah, aujourd'hui, je suis étourdi. » Là, à un moment donné, tu es éclairé de te faire demander par 25 gars, les coachs, le directeur gérant, peu importe qui tu croises, tout le monde te demande quand ça va, les trainers. Puis toi, tu veux juste être là avec les gars, tu veux juste sortir de chez vous. Ouais. Puis c'est rien contre tout le monde. Ça, quand je te dis écœuré, c'est dans cette situation-là spécifiquement, pas en général. Pour la situation de Jay Bouwmeester, ça serait la même affaire si, dans 1 mois, on commence à demander à tous les jours comment ça va, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux pas faire. Qu'est-ce que tu sais, à un moment donné, je serais tanné de répondre aux mêmes questions. C'est le même, je voulais le dire. Je pense, c'est pas day-to-day. Quand tu arrives à l'aréna, tu parles aux gars, c'est sûr que tu poses des questions, whatever, là, comme tout le monde. C'est plus dans des situations plus corsées comme des blessures de même. Je comprends. Mais écoute, ça nous en apprend encore plus sur votre métier de joueur de hockey. Écoute, lâche pas, ça va bien. 4 victoires de suite. Je te dis un gros merci encore pour ton temps, puis on se rejase la semaine prochaine. Lâche pas. Parfait, merci Martin, ça me fait plaisir.
Voilà, c'était David Perron. Et comme l'a demandé Richard sur nos pages, il a dit comment il va le Big Beau Mister. Ouais. L'entrevue a été faite hier alors que on avait fini le podcast. Et Beau Mister allait donner un point de presse à 14h. Fait qu'en dehors des ondes, il m'a dit, tu sais, je t'ai répondu, mais quand l'entrevue va jouer, Ouais. Beau Mister va avoir déjà parlé. Donc, si vous ne le saviez pas, Beau Mister, bien sûr, ne reviendra pas au jeu cette saison ni en séries éliminatoires. Par contre, il y a un peu de misère à s'expliquer que c'est juste un épisode cardiaque. Il est en forme, mais on le limite à faire certaines choses. Comme David l'avait dit il y a 2 semaines, il y a les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont dans cette forme-là. Puis il y a Jay Bouwmeester. Il n'y a pas un gars plus en forme que Jay Bouwmeester. Bref, vous l'avez de la bouche du cheval pour David Perron. Situation très malheureuse. Plusieurs auditeurs ont réagi aussi par rapport à la date limite des transactions, ce que David mentionnait. Puis, tu sais, David, ça fait quoi, 4 ans, je pense qu'il est avec nous dans le podcast déjà. Puis, il était avec les Golden Knights là, avec la transaction de Thomas Tatar. Puis là, les gens disaient il parle de Taylor Hall ou Tatar avec les Knights. Son opinion sur la date limite des transactions n'a pas changé depuis ce temps-là, évidemment, David. Fait que les gens l'ont souligné. D'ajouter un joueur, des fois, ça crée, ça défait la chimie. Ouais. Fait que c'est intéressant aussi de connaître ce point de vue-là d'un gars qui est dans la chambre puis qui les joueurs et ses coéquipiers se battent pour se rendre aux séries toute la saison. Avec des fois, ajouter des joueurs. D'ailleurs, Taylor n'a pas bougé. En tout cas, puis les Coyotes sont hors des séries. J'ai hâte de voir cette situation-là. Oui, mais au moins Kemper est revenu. Fait qu'il espère au moins pouvoir... Il espère. Il espère. Ils sont à 70 points, puis c'est 70 points d'être en série. Ils sont 3 à 70 points. Ouais, Les Nashville, Winnipeg, Arizona, c'est excessivement serré. Même le Wild, qui ont été dans toutes les rumeurs de transactions, sont encore dans la course. Galchenyuk. Darwin dit Toffoli est un vol si Vancouver peut le signer, par exemple. Puis Dominique parle d'un excellent fit. Fait que, tu sais, des fois, ça peut ajouter. Mais, tu sais, en même temps, il remplace, en guillemets, Brock Besser qui est blessé. Fait que, tu sais, c'est en termes de profondeur. Là. Bref. Voilà, plusieurs réactions, évidemment, par rapport aux Canadiens au point tournant. Puis le résumé, c'est la série de 8 défaites. C'est la réponse qu'on a reçue le plus souvent. C'est drôle, je ne l'ai pas. En tout cas, c'est c'est la réponse qu'on a vue le plus souvent. Puis en terminant, Dominique dit « Je veux voir Hudon sur l'avantage numérique ». Claude Julien a mentionné, malgré le fait qu'il n'avait pas déterminé sur quel trio il jouerait, que possiblement il verrait de l'avantage numérique. Puis Dominique dit que Cousins n'est plus là, il y a un spot de libre. Cousins a marqué hier, d'ailleurs, en avantage numérique. En avantage numérique. C'est drôle, ça. Non, ça n'a pas de sens. Dans une équipe... Pacté. Oui, mais il est employé en avantage numérique. 2e unité. Oui, mais quand même. Ah oui, absolument. Ça montre qu'il n'y a pas juste Claude Julien qui le faisait jouer en powerplay. Ben, c'est ce que je me disais ce matin. Ouais. C'est bon. Canadiens Rangers ce soir, 19h, c'est sur nos ondes. Luc Danseau, un gros merci. Merci également à notre ami Guillaume. Bravo, Martin, tu t'en souviens depuis une heure. À Tim, aux médias sociaux. Merci surtout à vous. On se rejase demain au lendemain de ce match Canadiens Rangers en espérant que... 6-5. Bye, à demain.